Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi 4 janvier. Est-ce un premier signe d'ouverture ou plus que jamais la confusion en Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo se dit prêt au dialogue mais sans évoquer son départ. La seule option possible, répète le camp Ouattara. Les explications dans ce journal de notre spécialiste Antoine Glaser. L'effet Manuel Valls à l'UMP qui relance sans délai le débat sur la fin des 35 heures. Jean-François Copé présentera très vite des pistes pour nourrir le projet présidentiel de 2012. 3 nouveaux médicaments à retirer du marché selon la revue indépendante Prescrire qui trouve un écho immédiat, cette fois-ci auprès des autorités sanitaires. Effet nul ou dangereux, quelle confiance accorder au labo? Ce sera le dossier du 19h avec nos invités, responsables de l'AFSAPS, professeurs ou encore enquêteurs. Mea culpa d'abord de la SNCF pour la pénible odyssée du Strasbourg-Portbou. 15 heures de retard avaient été infligées aux passagers de cette ligne dans la nuit du 26 au 27 décembre. Des excuses pour une incroyable succession d'incidents ont été présentées aujourd'hui, mais la SNCF se dit aussi victime de sa volonté de bien faire. Flora Sauvage. La SNCF fait son mea culpa. Dans la nuit du 26 au 27 décembre, le train reliant Strasbourg à Portbou, avec à son bord 600 passagers, a subi un enchaînement exceptionnel de 5 incidents. C'est la conclusion du rapport présenté ce matin à la presse par la directrice générale de la SNCF. L'erreur majeure qui a été commise consiste finalement au défaut, je dirais, de présence d'un conducteur à Belfort. En fait, un conducteur était prévu qui remontait d'un train, du train en fait, qui la veille allait vers Strasbourg. Et en fait, compte tenu du retard de ces trains pour des raisons à la fois climatiques et puis de manœuvres qui avaient été très très longues à Lyon, finalement, ce conducteur s'est arrêté à Lyon et c'était normal. Pour la Fédération Sudrail, le rapport de la direction est loin d'être satisfaisant. Ce rapport est une vraie coquille vide. Et plus grave encore, c'est quand on voit que la conclusion de ce rapport, en fait, c'était de supprimer. Il aurait mieux fallu supprimer ce train. À l'UNSA, le discours est plus nuancé, mais on pointe du doigt la réorganisation du travail des cheminots qui interdit aux pilotes de TGV de conduire des trains grande ligne, d'où la difficulté à trouver un pilote à Belfort le soir du 26 décembre. Un conducteur de fret ne peut pas conduire une locomotive voyageur. Ça, c'est complètement inadmissible, c'est irréaliste. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui nous dépasse et on est en train de payer la nouvelle organisation de l'entreprise. En guise de réponse au dysfonctionnement du 26 décembre, la SNCF a annoncé la tenue d'une table ronde sur les préavis de grève déposés lors des fêtes de fin d'année. L'UMP a enfin réclamé un audit extérieur en estimant que le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, n'avait commis aucune faute. La méfiance des opinions publiques françaises et allemandes à l'égard de l'islam. Selon un sondage IFOP publié par Le Monde, 42% des Français considèrent la présence d'une communauté musulmane comme une menace pour l'identité de leur pays. 68% estiment que les musulmans ne sont pas bien intégrés. La remise en cause des 35 heures et de leur coût par Manuel Valls conforte l'offensive de l'aile libérale de la majorité, défendue notamment par Gérard Longuet et Jean-François Copé. L'idée d'une remise à plat du temps de travail en France va s'imposer comme un thème de campagne à droite pour 2012. Aurélien Romano. Les libéraux de l'UMP relancent l'offensive contre les 35 heures. Une mission de réflexion sur le temps de travail, animée par Hervé Novelli et Gérard Longuet, va réfléchir à plus de flexibilité, voire revenir sur l'idée d'une durée légale du travail. Des pistes de réflexion qui divisent l'UMP. Elle divise en effet la droite. Non, vous avez tout à fait raison. Nous avons des gens qui nous disent l'affaire est réglée, la page est tournée. C'est le point de vue du ministre du Travail d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ne disent rien parce que ça les arrange, c'est le patronat. Ça les arrange d'avoir des subventions, ça les arrange pas d'avoir 35 heures. Des subventions qui coûteraient chaque année entre 15 et 22 milliards d'euros à l'État, selon l'UMP. Un chiffre trop important pour Hervé Novelli, il proposera demain au bureau politique de l'UMP que le candidat à la présidentielle prenne des engagements clairs afin d'échanger les subventions contre plus de flexibilité. François Baroin, le ministre du Budget, salue aujourd'hui l'intervention de Manuel Valls.
Il se place volontiers dans la perspective de 2012. Manuel Valls, au fond, n'a fait que déposer aimablement une rose sur la tombe des 35 heures version Aubry. L'UMP va aider très utilement le gouvernement pour élargir ce débat. Et le rôle de l'UMP, c'est aussi de préparer la campagne de 2012. Jean-François Copé veut présenter les premières pistes de la mission sur les 35 heures d'ici à fin février. Un thème de campagne pour 2012, oui. Une réforme en 2011, sûrement pas. François Baron et Xavier Bertrand, le ministre du Travail, veulent absolument éviter tout nouveau bras de fer avec les syndicats avant la campagne présidentielle. Emmanuel Valls, lui, persiste et signe aujourd'hui. Il invite les socialistes à sortir des postures passées. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, considère que Manuel Valls est, je cite, l'un des symptômes de la nécrose intellectuelle et progressiste du Parti socialiste. Le probable candidat du Front de gauche estime que Dominique Strauss-Kahn est dans la même eau. La France, à l'instar des autres pays européens, demande à la Hongrie de modifier sa nouvelle loi instaurant un contrôle politique très étroit des médias. Le pays du bouillant Premier ministre conservateur, Viktor Orban, qui vient de se voir confier les rênes de la présidence tournante, n'entend pas revenir sur un texte contraire aux valeurs de l'Europe. À Bruxelles, la Commission durcit un peu le ton aujourd'hui en se disant prête à des sanctions contre la Hongrie en cas de faute. Confusion en Côte d'Ivoire malgré une ouverture affichée par Laurent Gbagbo. Jusqu'à présent accroché à son poste de président, il s'est dit aujourd'hui prêt à négocier une issue pacifique, mais sans préciser qu'il s'agissait de son départ. Proposition accueillie donc avec beaucoup de réserve par le camp Ouattara. Sandra Cerquera. En Côte d'Ivoire, rumeurs et manipulations vont bon train. Ce matin, on a cru le dialogue renouer avec l'annonce par l'Union africaine d'une rencontre entre les deux présidents ivoiriens. Aussitôt, le camp Ouattara a réagi et démenti l'information. Il faut qu'il reconnaisse le résultat du scrutin, qu'il quitte ses fonctions usurpées et qu'il s'en aille pour le bonheur de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Quelques heures plus tard, nouvelle annonce des médiateurs de l'Union africaine. Hier, leur visite semblait n'avoir rien donné. Aujourd'hui, ils annoncent que Gbagbo aurait accepté de négocier et de lever le blocus du QG de son rival. Peine perdue, quelques minutes plus tard, le camp Ouattara annonce qu'il refuse cette offre. En cas d'échec, la CEDEAO n'exclut pas une intervention à laquelle la France refuse de participer. Les soldats de la France n'ont pas vocation à s'ingérer dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Ils agissent, nos soldats, en vertu d'un mandat des Nations Unies. Actuellement, 900 soldats français participent à la force internationale en Côte d'Ivoire. Avec nous, donc, Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique. Bonsoir. Antoine, est-ce qu'on est peu ou prou en face d'une avancée ce soir en Côte d'Ivoire, selon vous ? Je crains que non. En fait, Laurent Gbagbo parle de dialogue et de négociation. C'est tout son intérêt, finalement, de jouer la montre pour se maintenir au pouvoir, puisque c'est lui qui est installé au palais de Cocody à la présidence de la République ivoirienne. Par contre, évidemment, Alassane Ouattara, qui est le président élu, qui est bunkérisé à l'hôtel du Golfe, lui refuse tout dialogue. Il considère que Laurent Gbagbo doit partir. Il sait que c'est un piège. Il sait que toute négociation, d'ailleurs, vous savez, ces présidents de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, ce sont des émissaires de la CEDEAO, ce ne sont pas des médiateurs. Et le Premier ministre kényan qui représente l'Union africaine, c'est la même chose. En fait, ils sont venus signifier à Laurent Gbagbo qu'il doit quitter le pouvoir. Et vous voyez que, d'une façon aussi, vous voyez que les États-Unis aussi, qui avant-hier disaient nous on est prêts à accueillir Laurent Gbagbo en exil. Les Anglais qu'on entend rarement finalement, surtout sur la Côte d'Ivoire, qui n'est pas le pays de leur précaré, puisqu'eux sont plutôt en Sierra Leone à côté, et dans le précaré français, disent carrément mais on est prêt à assurer la logistique s'il y a une force d'intervention militaire de la CEDEAO, qui est le bras armé de la CEDEAO, qui s'appelle l'ECOMOG, qui est déjà intervenu au Libéria, en Guinée-Bissau, mais avec des résultats très mitigés. Mais est-ce que Gbagbo pourra jouer longtemps la montre ainsi, puisque s'il reste, on sait que la menace militaire va s'exercer. Elle a été réaffirmée aujourd'hui par les pays d'Afrique de l'Ouest. Il peut se maintenir à court terme. C'est vrai que s'il n'y a pas... Lui, ce qu'il cherche, c'est le statu quo. Maintenir un pays où il est chez lui à Abidjan, parce que c'est là où il a son électorat, c'est là où il a ses miliciens, c'est là où il a toute la hiérarchie militaire et son armée. Il tient la capitale économique. Mais l'ensemble du pays, le Nord, il
faut pas oublier que les forces rebelles, il y a toujours des forces rebelles, qui ont été cantonnées au moment des élections, mais qui n'ont pas été désarmées. Donc on n'en parle pas, mais à mon avis, ils sont toujours là, ils peuvent très bien à un moment donné ou à un autre agir de l'intérieur. Et c'est vrai que Laurent Gbagbo, lui, il joue la montre et il va essayer de se maintenir comme ça au pouvoir. Mais il y a le garrot financier. Je veux dire, c'est vrai que c'est passé inaperçu, mais en fin décembre, la Côte d'Ivoire n'a pas honoré 30 millions de dollars de créanciers privés du Club de Londres. Donc on sent que le garrot financier, il a payé les salaires. C'est 70 milliards de francs CFA, c'est environ 150 millions d'euros fin décembre. Janvier pourra peut-être faire la paye, mais encore une fois, même s'il a eu des réserves financières importantes avec le cacao et le pétrole, à terme, on ne voit pas comment il peut tenir, puisque le FMI, la Banque mondiale, tout le monde est en train de verrouiller tous les comptes de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Il pourrait être délogé par des moyens financiers plutôt que des moyens militaires, c'est ce que vous nous dites? À un moment donné ou à un autre, s'il n'y a pas d'intervention militaire, à mon avis, ça sera un long garrot, ça sera effectivement l'asphyxie financière. Merci beaucoup Antoine Glaser pour ces explications sur une situation donc toujours passablement confuse ce soir en Côte d'Ivoire. Tout autre sujet maintenant. Après le Mediator, d'autres médicaments, 3 exactement, sur la sellette, est dénoncé comme sans intérêt et dangereux par la revue Prescrire. Cette nouvelle charge argumentée vient alourdir le climat de suspicion autour des laboratoires pharmaceutiques. Nous en parlons avec nos 3 invités dans un instant. Mais d'abord, voyons avec Patrick Jean-Pierre les nouveaux médicaments mis en cause. Désormais, il faudra peut-être y regarder de plus près, car plus que jamais, prendre des médicaments pour se soigner peut s'avérer dangereux. Nous avons dans les produits dangereux le Fonzilane, dont la molécule est le buflomédil, utilisé pour des problèmes d'artérite. Les toxicités sont d'une part neurologiques, d'autre part cardiaques. Et il y a le nimésulide, vendu sous le nom de Nexen, utilisé comme anti-inflammatoire non stéroïdien, et dont la toxicité grave est hépatique, ayant même entraîné des greffes de foie. Ces produits viennent d'être pointés par la revue Prescrire. Elle dénonce les méfaits du buflomédil, un médicament pourtant commercialisé depuis 20 ans en France et qui aurait de graves effets secondaires. Ce n'est pas la première fois que cette revue médicale indépendante tire la sonnette d'alarme sur certains médicaments. Mais après l'affaire du Mediator, les médias sont en alerte. Alors comment évaluer les risques cette fois et surtout, qui est responsable ? La responsabilité première revient à la firme pharmaceutique qui laisse sur le marché un médicament dont elle sait qu'il est trop dangereux pour les services qu'il rend. Ensuite, bien sûr, il y a les pouvoirs publics qui laissent aussi la firme agir alors qu'elle a les mêmes données et qu'elle constate que le médicament est plus dangereux qu'utile. Et puis ensuite, bien sûr, il faut que les professionnels de santé se forment à des sources indépendantes sur le médicament pour réagir. Une réaction qui ne s'est pas fait attendre. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a fait savoir cet après-midi que le buflomédil pourrait être retiré ou suspendu dans les prochaines semaines. Eh bien justement, nous sommes avec Fabienne Bartoli, adjointe au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec nous également le professeur Jean-Louis Prugnot, bonsoir, vous êtes chef de service à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et puis également présent François Mali, journaliste au Point et auteur de plusieurs enquêtes sanitaires. Donc Fabienne Bartoli, votre réaction à ce nouveau réquisitoire de la revue Prescrire, on a l'impression que vous ne tardez pas cette fois-ci à réagir. En fait, là, on n'a rien à la revue Prescrire, nous a rien appris déjà. Il faut savoir que la revue Prescrire, on lui fournit très régulièrement des informations très précises qui lui permettent effectivement de réaliser ces analyses pointues. Et puis par ailleurs, effectivement, ce sont des produits que nous suivons, qui sont en plan de suivi, sur lesquels il y a des plans de gestion de risque et qui font l'objet justement d'une réévaluation du bénéfice-risque, qui sont quasiment dans des phases effectivement Mais terminales. Il y aura donc des conséquences concrètes très rapidement sur certains des médicaments qui sont évoqués, on le disait. Il y a déjà eu des conséquences concrètes, puisqu'en fait, ces médicaments, notamment le premier d'entre eux, buflomédil, est un médicament qui est suivi de longue date. En fait, c'est un médicament à marge thérapeutique étroite. Ça veut dire qu'effectivement, si la dose est un tout petit peu, n'est pas bien adaptée pour un patient, on peut avoir des conséquences et des effets indésirables graves, parce que justement, c'est un médicament pour lequel il n'y a pas d'alternative thérapeutique. Sur l'artérite des membres inférieurs, effectivement, il n'existe pas réellement d'alternative thérapeutique. Le sujet qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut réduire et contrôler les risques pour ne pas priver les patients qui bénéficient de ce traitement, pour qui le dosage est adapté et pour qui le traitement
à une efficacité de ce médicament. Et tout l'objet du suivi des risques que fait l'AFSAPS ou les autres autorités de santé en Europe, c'est justement de bien contrôler les risques, le bon usage, le bon dosage, effectivement, du marché, pour effectivement que les bénéfices soient toujours supérieurs. D'accord, avant le retrait du marché, qui est la solution ultime, évidemment, il y a, j'imagine, d'abord et notamment l'information des médecins. L'information des médecins, mais aussi, par exemple, ce qu'on a fait sur ce produit, c'est qu'on a réduit la substance active qui est présente dans une boîte, parce qu'il faut savoir effectivement qu'on a beaucoup d'effets indésirables graves qui sont dus à des accidents, soit volontaires, involontaires, des gens qui prennent le produit pour des tentatives de suicide par exemple, ou des enfants ou des accidents suite à des accidents domestiques pour l'utilisation de ce produit. Et donc le sujet, c'est évidemment minimiser tous les risques d'accidents. Alors évidemment, le climat devient très électrique autour des médicaments, très, très tendu. Est-ce que vous estimez qu'après ces nouvelles accusations quand même portées par la revue indépendante Prescrire, on est face à de nouveaux scandales sanitaires? C'est pas vraiment une... Enfin, en tout cas, je vis pas ça comme une accusation. Encore une fois, c'est un produit qui est vraiment... qui a fait l'objet, d'ailleurs, de suivis précis, dont les comptes rendus sont en ligne sur le site de l'agence, qui a fait l'objet d'un certain nombre de communications, notamment... On vous écoute, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui avec cette revue? Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, le suivi, le médicament, ça ne s'arrête pas le jour d'une autorisation de mise sur le marché et ça ne démarre pas à ce moment-là. Alors, professeur... Ça commence 10 ans avant, quasiment, avec les essais cliniques, et la réévaluation du bénéfice-risque, ça se fait tout au long de la vie d'un médicament. Professeur Prugnot, comment réagissez-vous face à cette idée qui se répand quand même dans l'opinion que les médicaments sont des poisons, souvent, trop souvent? Moi je vais vous dire, le pharmacien c'était le gardien des poisons, c'est pas une idée nouvelle. C'est quelque chose qui date des années 1500, 1500, vous imaginez. Donc les médicaments ont toujours été, d'une certaine façon, avec des effets bénéfiques, mais aussi avec des effets délétères, si on peut dire, enfin pas vraiment délétères, mais tout du moins des effets secondaires. Donc on ne peut pas ne pas prendre en considération ces effets secondaires. Et je crois ce qui est important, et à la fois pour nous praticiens, et pour aussi les utilisateurs, c'est de connaître ces effets secondaires. Ces effets secondaires, ils sont répertoriés dans ce qu'on appelle un résumé des caractéristiques du produit. Ce qui a été dit là à propos du Buflomédil est parfaitement connu. C'est connu que c'est un médicament à marge étroite. C'est connu que... vous dites à marge étroite, donc moi je traduis. Oui. À marge étroite, ça veut dire parfois mortel aussi. Hein. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on doit prendre la dose qui est adaptée à son cas. Et en plus, faire attention par rapport, je ne sais pas, quand on est un insuffisant rénal avec l'âge, et puis bien souvent ce produit-là est utilisé chez des patients qui ont un âge où une insuffisance rénale commence à s'installer, eh bien il va falloir faire attention. Bon. Il va donc vous nous dites, vous également, c'est l'affaire des médecins qui prescrivent ces médicaments, c'est le cas des médecins hospitaliers également. François Mali, est-ce qu'il faut quand même incriminer là les laboratoires qui ont été beaucoup épinglés ces derniers temps? Certains, effectivement, Servier, c'est pas une très très belle histoire. Mais cela dit, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est quelque chose de très ancien. C'est le problème posé par le médicament en France. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que cette affaire... faut savoir, on consomme beaucoup trop de médicaments dans ce pays. Énormément, beaucoup plus qu'ailleurs. Et... le médicament, chaque année, c'est entre 10 et 20 000 morts à l'hôpital. Et un nombre d'hospitalisations très élevé. 120 000, oui, 130 000. Voilà. Donc c'est considérable. Il y a un risque iatrogénique évident. Alors la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le cas du médiator, effectivement, la plupart des utilisations, c'était hors AMM, c'est-à-dire c'était un médicament de confort pour perdre un peu de poids, pour un adjuvant, enfin ça ne sert pas à grand-chose. Des autorisations de mise sur le marché, exactement. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas très satisfaisant, parce que les gens sont victimes. Donc moi je veux bien que le médecin fasse une mauvaise prescription parce qu'il veut garder son patient, parce qu'il n'est pas informé et tout. Enfin il y a des patients qui meurent à la fin, en bout de chaîne, ou alors qui sont sauvés, mais grâce à des opérations extrêmement lourdes. Donc aujourd'hui on se pose le problème de la confiance qu'on peut accorder aux médecins qui prescrivent. Aux médecins, aux labos, aux agences, pardonnez-moi, parce qu'en plus il y a eu différents scandales dans ce pays, et on s'est dit c'est parce qu'on n'avait pas de structure de veille. Parlez des agences, donc, puisqu'on a compris pour les médecins, l'AFSAPS par exemple. Par exemple. Mais il y en a 13 des agences sanitaires en France aujourd'hui, dépendant du ministère de la Santé, et on s'aperçoit qu'il y a toujours des scandales, il y a toujours des problèmes. Donc voilà. Alors, je note quand même qu'il y a une différence en France par rapport à un pays comme les États-Unis, qui n'est pas épargné par les problèmes d'experts et tout, c'est que là-bas, vous faites quelque chose comme le médiator en tant que firme pharmaceutique, vous êtes mort.
L'affaire de l'isoméride aux États-Unis, c'est des milliards de dollars pour ceux qui ont diffusé le médicament. En France, ça n'existe pas, ça. Quand vous allez porter plainte contre un labo, vous imaginez ce que ça peut être. Donc moi, je me dis, peut-être qu'il faudra un jour qu'on en arrive au class action et à ce genre de choses qui font que le labo, il a vraiment une responsabilité. Donc, le jour où il s'est groupé contre les laboratoires. S'il n'y a que ça... Madame Bartoli, est-ce que vous avez un lien à l'AFSAPS avec les laboratoires ? L'AFSAPS n'a pas de lien particulier avec les laboratoires. Effectivement, son financement, parce que ça a beaucoup été évoqué, provient de taxes et de redevances qui sont versées par les industriels du médicament et des dispositifs médicaux, c'est-à-dire les opérateurs que nous contrôlons. Mais ces taxes sont des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire que ça plaise ou pas l'action de l'agence à un laboratoire pharmaceutique, s'il commercialise un médicament en France, il est assujetti à une taxe sur les spécialités pharmaceutiques qu'il se doit de verser de par la loi. C'est pas un versement direct à votre budget, parce qu'on a dit que vous étiez éventuellement dépendant des laboratoires qui vous financent en partie vos activités. Et on se dit... les payeurs peuvent parfois décider, même c'est souvent le cas. Ça ne crée pas de lien de subordination entre l'agence et les payeurs dans la mesure où il s'agit de taxes. Ce sont des prélèvements obligatoires qui sont votés d'ailleurs par le législateur, à l'Assemblée et au Sénat, puisqu'on est ici sur la chaîne du Sénat, donc qui sont revus par le législateur et qui effectivement ne dépendent pas du bon vouloir des laboratoires. S'ils ne sont pas contents de l'action de l'agence, encore une fois, ils n'ont pas d'autre choix que de verser cet impôt. Par exemple, si on prend un parallèle de ce que fait la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes dans le domaine de l'alimentation ou dans le domaine, je dirais, des biens de consommation courante, par exemple les jouets, eh bien c'est la taxe sur la valeur ajoutée qui est versée par l'achat de ces produits qui permet effectivement d'abonder le budget de l'État et celui de la DGCCRF pour à la fois faire comme nous, les contrôles en laboratoire, les inspections et prendre les mesures de police sanitaire. François Malailly, c'est au-delà de ça, c'est bien au-delà de l'AFSAPS, il faut remonter beaucoup plus loin. Vous faites de la médecine, vous êtes tout de suite confronté au labo. C'est eux qui forment les médecins quasiment. Ils ont les visiteurs médicaux tout le temps. Donc le laboratoire, dans la vie d'un médecin, est omniprésent. Et c'est souvent d'ailleurs, malheureusement, sa seule source d'information. Il y a malheureusement que 29 000 abonnés à prescrire sur 200 000 médecins. Donc on est dans... C'est très prégnant quand même comme milieu. Alors je veux bien que ça n'ait aucune influence. Enfin, c'est pas ce que je dis, je parle de l'AFSAPS. Mais le monde des labos est partout. Dit, quand vous lisez le livre d'Irène Frachon, vous êtes stupéfait d'une chose, c'est qu'un médecin qui veut aller dans un médecin de Brest qui a révélé l'affaire du médiateur, qui lui a donné toute son importance. Quand vous voulez aller dans un séminaire de pneumologie en France ou ailleurs, c'est les labos qui payent, c'est les labos qui invitent. Alors ils sont très bien les labos, parce que c'est eux qui aident à progresser aussi, à faire que l'espérance de vie augmente et tout ce qu'on veut. Mais quand même, quand vous êtes médecin, vous êtes du début à la fin très lié au labo. Professeur Prugnot, est-ce que vous confirmez, vous, dans votre exercice quotidien de la médecine, être exposé ainsi à l'influence des laboratoires? Alors je ne sais pas si on est exposé à l'influence des laboratoires, mais on est confronté à eux en permanence, puisque nous leur achetons les médicaments, ne serait-ce que pour traiter nos patients qui sont dans les hôpitaux. Et vous êtes démarché. On est démarché. On est démarché peut-être, si vous voulez, pour l'information, c'est-à-dire qu'effectivement, nous voyons des visiteurs médicaux, ils ont leur rôle aussi. Ce sont des personnes qui apportent une information, bien souvent une information scientifique, et dont on a besoin. Cette information, on a plusieurs sources pour les trouver, mais c'est une des sources. Est-ce que vous avez justement d'autres sources d'informations que les visiteurs médicaux pour vous informer sur ces médicaments? Il y a l'AFSAPS. On a l'AFSAPS, ça c'est une source extrêmement importante. Alors, la revue Prescrire, vous êtes abonné, oui, vous, par exemple? Nous, on est abonné à la revue Prescrire. Moi, je suis abonné à la revue Prescrire. Bon, on a un certain nombre, on a tous les journaux scientifiques, et on peut très bien, à partir de tout ceci, avoir une information. Alors, c'est vrai que peut-être à l'hôpital, nous sommes favorisés par rapport à l'exercice de ville. Enfin, excusez-moi. Parce que peut-être, vous voyez arriver les patients affectés par la consommation de certains médicaments. Oui, ça doit vous arriver. Aussi, ça, on en voit aussi, oui. On en voit aussi. Qu'est-ce que vous avez vu comme cas, par exemple, qui ont pu vous choquer? Enfin, ce qui est important, ce qui me semble important, moi, c'est que on a l'air de tirer à boulet rouge là en ce moment sur le médicament. Et les laboratoires, oui. Et les laboratoires. Bon, ça, le médicament, on en a besoin.
Et au-delà des effets secondaires qui sont quand même décrits, il y a aussi des bénéfices. Et ça, on n'en parle pas assez. Quand même. Bien sûr. Et je crois que heureusement qu'on a ces bénéfices et heureusement qu'on a ces produits. Mais quand les effets désirables vont jusqu'à la mort, il est normal qu'on s'interroge et qu'on s'indigne. Complètement. D'ailleurs, alors c'est la question du nouvelobs.com. Le partenaire du 19h. Avez-vous encore confiance dans les laboratoires pharmaceutiques? Eh bien, la réponse c'est non à 91%. Ça vous affole, ça, professeur Prugnot? Oui, ça m'affole parce que, je vais vous dire pourquoi. Il y a une espèce de message qui passe, et un message où il faut aller vite, il faut donner une information, pas toujours vérifier les sources, faire en sorte que celui qui arrive le premier, c'est celui qui a gagné. C'est pas comme ça qu'on travaille. Moi, ça fait à peu près depuis 1985 que je fais de l'évaluation de sécurité sanitaire. Et je veux vous dire, heureusement que je ne fais pas de l'évaluation en travaillant de cette façon-là et en voulant être le premier à donner une information. Une information scientifique, elle doit être vérifiée, elle doit être pesée, et finalement, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Non, mais professeur, moi je vous fais remarquer que quand je prends le cas d'un médecin, c'est-à-dire pas un journaliste, quelqu'un qui connaît son boulot, quand je vois Irène Frachon, pneumologue, formée dans les meilleurs hôpitaux, le mal qu'elle a eu, mais le mal, à réunir les informations sur le Mediator